Carrière vous est offert par Orange. On souhaiterait tous faire des opérations de paiement mobile en temps voulu. Avec l'application Orange Money, disponible sur Google Play, vous pouvez encore plus facilement effectuer des opérations. Transférer de l'argent en toute simplicité, effectuer vos achats dans les boutiques et supermarchés partenaires, payer vos factures à toute heure sans vous déplacer, gérer votre compte bancaire en tout temps et en tout lieu, acheter du crédit de communication pour vous et vos contacts Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur, qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Salutations à vous tous qui une fois encore êtes devant votre poste de télévision pour regarder cette édition de Carrière. Mesdames, Messieurs, comme d'accoutumé, nous allons vous inspirer dans votre vie professionnelle ou académique même en vous faisant découvrir un parcours réussi, un métier, mais également les premiers pas d'un jeune entrepreneur et enfin des conseils et astuces dans la rubrique coaching. C'est le sommaire de cette édition que nous pouvons regarder maintenant avec Merveline Tapi. Bienvenue à votre magazine Carrière, la beauté africaine mise en valeur dans cette autre livraison de votre émission. Une initiative de Christian Gann, promoteur de la gamme de produits cosmétiques Madeline Casalis. Une gamme made in Cameroun destinée à la peau noire et métissée. Au-delà de la beauté, il y a la vie. Et certaines se sont données pour objectif d'accompagner les femmes dans leur délicate mission de donner la vie. Il s'agit des infirmières accoucheuses, un métier noble et passionnant que pratique Suzanne Caillou. Elle a perdu des os dans les escaliers qui mènent à son bureau alors qu'elle supervisait des travaux comme à son habitude. Le docteur Viviane Zesse est la coordonnatrice régionale santé de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Elle est l'invitée de notre rubrique Success Story et revient ici sur son parcours exceptionnel. Voilà pour le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Pour commencer cette émission, je vous invite à aller dans le domaine de l'industrie cosmétique. Il s'agit pour nous de vous présenter un label 100% camerounais. C'est la gamme de produits Madeline Casalis qui est destinée aux peaux noires et métissées. L'initiative est celle de Christian Gann qui nous en fait la présentation maintenant dans cette édition de votre magazine.
Bonjour à l'équipe de carrière, je suis Christian Gann, promoteur de la marque de cosmétiques naturels Madeleine Casalis. Je vais vous présenter nos locaux, veuillez nous suivre. Ici nous avons Rabiatou Mengue qui est senior sales et qui nous accompagne sur tous les aspects de business développement à Yaoundé, à Douala, mais aussi qui est aussi un relais avec l'étranger. Je vous présente Diane Wato qui travaille avec nous sur tous les aspects qualité et recherche et développement. Donc à la sortie de la production justement, elle s'assure justement de la sécurité des produits que nous allons délivrer auprès de nos distributeurs en pharmacie, instituts de beauté, mais également aux entreprises à l'international. C'est le jour de notre mariage. Vous savez, le Camerounais et la Camerounaise aiment se faire belle en général. J'aime me faire beau. Toutes les femmes aiment se faire belle. Disons que je me suis senti vraiment sensibilisé face à ce problème parce que il est dommage de voir beaucoup de nos sœurs essayer de se blanchir la peau alors que nous avons tellement de richesses sur place et je me suis senti vraiment sensibilisé. Donc c'est à l'issue de mes études en ingénierie financière, j'ai démarré une carrière en finance. Donc j'ai fait des fusions-acquisitions et travaillé pour un fonds d'investissement à Paris et à Londres. Et un jour j'ai décidé, en 2012, face à la montée des produits dangereux liés au décapage de la peau, de rentrer et de développer une marque saine avec des ingrédients naturels camerounais. C'est une marque 100% camerounaise, mais une marque avant tout africaine. Donc nous utilisons 100% des ingrédients locaux, que ce soit de l'aloe vera, du beurre de cacao, karité, citron, tout est produit localement. Nous avons des clients qui cherchent à résoudre des problèmes par exemple de boutons, des problèmes d'homogénéisation de la peau, ou bien des personnes qui ont eu des problèmes liés au décapage. Donc nous essayons d'abord de résoudre un problème. L'aspect beauté est une conséquence de la résolution de ce problème. Nous avons aujourd'hui 25 produits naturels, que ce soit des lotions, des crèmes, des masques, des laits de toilette, des savons, des gommages. Aujourd'hui, c'est exclusivement pour la peau. Nous allons sortir également des produits très prochainement pour le cheveu. Nous travaillons avec une marque de make-up également. Et nous avons des produits tonifiants. Par exemple, lotion tonique au chou rouge, une crème anti-rides au concombre, un sérum au melon. Nous avons une unité de production basée à Yaoundé. Aujourd'hui, nous sommes en pleine mutation. Nous sommes passés d'une production entièrement manuelle, handmade, à une production progressivement semi-automatique avec les capacités à peu près de 100 000 produits par an. Pour l'instant, 100% des personnes avec qui nous travaillons sont camerounais et 98% de femmes. Aujourd'hui, notre clientèle grossit vraiment de jour en jour. Je voudrais vraiment que mes sœurs arrêtent de se dépigmenter la peau. Je les incite à consommer camerounais. Donc pas seulement pour les cosmétiques, mais également pour les produits de grande consommation. La première difficulté est que bon, il y a toujours du scepticisme dans notre pays. On se demande toujours, oui, bon, vous rentrez, qu'est-ce que vous allez nous montrer, etc. Il faut pouvoir cultiver aussi, donner cette culture des produits naturels et surtout de la production locale. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de complexes par rapport aux produits importés. Certains se disent que la qualité vient seulement de l'extérieur, vient seulement de l'Europe, des États-Unis. Mais non, nous avons énormément de talents sur place, mais nous avons énormément de ressources naturelles. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que bon, souvent, on a un problème aussi de formation et de ressources humaines. Nous avons des jeunes très intelligents, mais il est souvent difficile de trouver des jeunes qui connaissent vraiment les réalités du travail et du marché. Donc, j'incite beaucoup les jeunes à se battre, à travailler et à redoubler d'efforts. Et surtout à s'orienter vers les filières d'avenir. L'un des derniers points, c'est que on ne soutient pas assez l'initiative de jeunes entreprises, d'entrepreneurs comme nous. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont lâché prise et sont un peu découragés parce que certains se disent qu'il faut forcément
travailler dans l'administration pour un jour pouvoir réussir. Certains se disent que si on n'a pas des réseaux, si on n'a pas des connexions, on ne peut pas réussir. À court terme, aujourd'hui, Manine Casalis est en train encore de mieux se structurer. Nous sommes toujours en phase de recrutement, notamment sur l'aspect commercial. Donc à moyen terme, nous sommes en train de peaufiner la mise en place de notre future unité de production. Et à long terme, nous avons envie de devenir le leader en Afrique subsaharienne des produits naturels pour peau noire et métissée. Et nous sommes en bonne voie parce que nous distribuons déjà nos produits dans plus d'une douzaine, voire une quinzaine de pays en Afrique, mais également en Europe. Donc Manine Casalis a beaucoup de perspectives. Nous avons reçu plus d'une trentaine de distinctions depuis locales et internationales, que ce soit Forbes, que ce soit CNBC Africa, depuis 2012. Aujourd'hui, nous avons besoin que les banques accompagnent encore plus les PME, surtout à la phase de démarrage de l'activité. Il faut savoir qu'à la phase de démarrage, un jeune, il a une très bonne idée, il a un très bon projet. Il n'a pas forcément des garanties, il n'a pas forcément 10 immeubles, il n'a pas forcément 15 terrains à mettre en garantie. Nous avons besoin de plus d'organes qui facilitent justement les garanties. Je ne m'adresse pas seulement aux banques, je m'adresse également aux aînés. Nous avons des aînés qui ont réussi. Nous avons des industriels qui ont réussi. Mais j'observe qu'il n'y a pas assez de transmission justement de cette réussite aux jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'espoir. La jeunesse a besoin d'être entendue. Il y a un concept que j'ai créé qui s'appelle PAF, qui veut dire chemin en anglais. Et PAF, c'est quoi? PAF, c'est avoir déjà de la patience. Donc, patience. Donc, il faut faire les choses progressivement. Démarrer petit. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent des milliards et se disent que bon, c'est avec des milliards qu'ils vont réussir. Donc ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Le A de PAF, c'est quoi? C'est audace, adventurousness. Donc il faut de l'audace, il faut pouvoir se lever et il faut pouvoir avoir du courage, le courage de lancer son projet. Et il faut pouvoir avoir le courage de développer son réseau, le courage d'aller vers les autres et surtout d'écouter. Ensuite le T, qui veut dire travail, task. Donc il faut travailler. Le travail, c'est très important. Il y a une expression qui dit que work beats talent when talent doesn't work. Ça veut dire que le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas. Ensuite, le H, c'est humilité, humility. Il faut pouvoir être humble dans ce qu'on fait. Voici un métier dont l'on ne parle que lorsque survient le drame. Il s'agit d'un professionnel qui a la lourde responsabilité mais passionnante tâche d'accompagner la femme qui va donner la vie. Vous l'aurez deviné, c'est l'infirmière accoucheuse qui doit avoir certaines compétences, des qualités requises, mais également un doigté bien approprié pour donner la vie. Le métier d'infirmière accoucheuse est présenté dans cette édition de carrière par Suzanne Caillot qui nous en fait donc ici la description. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Avant de parler de l'infirmière accoucheuse, nous allons d'abord parler de l'infirmière en général. Et l'infirmière en général, c'est une infirmière formée, qualifiée pour administrer les soins prescrits par le médecin. Ils ont des tâches très précises. Administrer les soins, à savoir placer une perfusion, faire des injections, apporter des conseils aux patients et donner la vie, sauver la vie. Donner la vie, c'est ça la compétence de l'infirmière accoucheuse, donner la vie sans ôter la vie. Donc l'infirmière accoucheuse, c'est une personne effectivement qualifiée pour pratiquer les accouchements en salle d'accouchement. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné, cette force.
Le rôle de la sage-femme est de consulter et de suivre la femme avant, pendant et après l'accouchement. Donc comme vous voyez les dames assises là, c'est parce qu'on a consultation prénatale aujourd'hui. Et pendant la consultation prénatale, on détecte des cas graves et on réfère chez le gynécologue. Quand je parle de cas compliqués, par exemple une dame qui arrive avec une grossesse gémellaire, déjà ce n'est plus à notre niveau, on envoie chez le gynécologue. Ou bien une femme qui a eu des avortements à répétition, peut-être 4-5 fois, on ne connaît pas exactement la cause, on envoie directement chez le gynécologue. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine vie. Il faut déjà avoir un minimum intellectuel, il faut au moins avoir un BEPC, être disponible et avoir un esprit de sacrifice, avoir l'amour du travail. Ça va? Il faut réussir déjà un concours organisé par l'État. Et après la formation, il faut avoir une expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, c'est faire des stages bénévoles dans des salles de maternité. Quand une femme arrive en salle d'accouchement avec un saignement du 3e trimestre, on pense déjà à un placenta préviable ou bien à un décollement prématuré des membranes. On peut même penser à une rupture utérine parce qu'il y a des femmes qui prennent des ocytocides traditionnels avant de se rendre à l'hôpital. Au Cameroun, il y a des écoles qui forment. Mais maintenant, on forme des sages-femmes actuellement. Donc, à l'époque, on formait les infirmières accoucheuses. La différence se situe au niveau des niveaux, donc des diplômes. À l'époque, on formait avec du BEPC. Maintenant, c'est du bac. Ils ont les mêmes modules de formation. J'ai besoin, oh là, d'un petit bébé, d'un petit bébé. L'État, je préfère ne pas me prononcer parce que je me suis fait former en privé. En privé, je pense que c'est dans les 500-600 000 par an, en tenant compte des stages. Et puis des rubriques qu'il faut acheter, des polycopes qu'il faut acheter. Donc c'est dans les 500 000 francs. L'âge limite dépend de l'État. Donc c'est l'État qui fixe, parce que c'est lui qui lance les concours et c'est lui qui fixe l'âge. Dans le privé, mais si tu es prédisposé, tu peux te faire former, mais sachant que peut-être à 50 ans, je ne vois pas une structure qui pourra te recruter après une formation, mais tu peux quand même te faire former, je crois, à 35 ou à 40 ans. Ou bien, après une formation d'infirmier simple, vous pouvez maintenant aller vous perfectionner en accouchement. Les contraintes, je peux dire, il y a d'abord le stress, déjà pour commencer, et le travail. On ne tient pas compte. Les jours fériés, nous on ne connaît pas les jours fériés. Il y a des gardes. C'est pas évident. Les cris incessants. Il y a des accompagnateurs qu'il faut gérer. Il y a des mamans, des caprices des femmes, des cris et tout. Donner la vie et sauver la vie, voilà les avantages. Et puis on a des relations avec l'entourage, on se crée des relations. L'infirmière accoucheuse peut gagner selon les structures. Il y a d'autres qui peuvent avoir 40 000, 60, 80, 100, même 250 000. Donc ça dépend de là où on se trouve. Effectivement, c'est un métier qui nourrit son homme. J'ai besoin d'un bébé. Mon nom, il me rappellerait papa, maman. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'avoir d'abord une bonne formation et puis aimer le métier. Faire le métier pas pour de l'argent, mais faire le métier par amour du métier.
Par amour pour donner la vie et non pour ôter la vie. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Orange. Lorsqu'un médecin met bénévolement sa compétence au service des personnes sinistrées et précisément des personnes vivant avec le VIH-Sida, cela donne lieu à un parcours exceptionnel. C'est le cas du docteur Viviane Zesse qui a fait de l'humanitaire sa passion. Elle nous raconte cette trajectoire particulière dans cette édition de votre magazine Carrière. Voici l'entretien portrait qu'elle nous accorde dans la rubrique Success Story de cette émission. Je suis Viviane Zesse, je suis médecin et je travaille pour l'instant à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je suis coordinatrice régionale santé vu que le bureau de la Fédération de Yaoundé couvre la région Afrique centrale et donc je m'occupe des activités relatives à la santé. J'ai 43 ans, je suis née ici à Yaoundé, de parents fonctionnaires. Mon papa était toute première promotion du CUS. Il était, comme par le passé, je ne sais pas si c'est toujours le cas, régulièrement affecté d'un point à l'autre. Maman était enseignante à l'école maternelle. J'ai parlé pratiquement toutes les langues vernaculaires où on a vécu. Ma mère était très curieuse et elle aimait bien la cuisine, donc chaque fois qu'on arrivait quelque part, elle apprenait les mets locaux et elle nous les faisait à la maison. Je suis une Camerounaise, j'ai vu une bonne partie de mon pays, j'y ai vécu et j'ai appris à faire mes bagages au gré des affectations de mon papa et à m'adapter à chaque fois dans une nouvelle vie avec de nouveaux amis, dans de nouveaux établissements. N'arrête pas, oh Lily. Je n'arrête pas, aïe, n'arrête pas de m'aimer. Je t'aime beaucoup, n'arrête pas, oh Lily. J'ai fait mon école maternelle à Douala, une autre partie à Ayoste, à l'Est. Le primaire, on est revenu à Douala. On a mis quand même pas mal de temps. J'entre en 6e en 83, jusqu'à la fin de ma 4e en 87. Mon papa est affecté cette fois à Bafoussam. Je vais à Bafoussam en 87 où j'obtiens mon BEPC en 88. Mon papa est de nouveau affecté, cette fois à Bertois, de l'ouest à l'est. Et j'arrive à Bertois en 88 où je fais la seconde C, j'ai mon probatoire C et ensuite le bac que j'ai pas eu en 91. Et cette année-là, on a réaffecté mon papa à Bafoussam. On est parti, c'était quasiment en pleine année scolaire, on l'a suivi. Et en 92, j'ai eu mon bac. J'ai fait un concours, celui d'entrée au CUS à l'époque.
que je n'ai pas eu. J'ai eu un bac C, j'étais très intéressée par des études d'ingénieur, j'avais de grands rêves. Et mon papa, qui était plutôt du corps médical et qui voyait toutes mes sœurs en âge, s'est dit, bon, voilà, c'est elle qui va faire ce que je fais. Donc il a insisté par rapport à la médecine. Et voilà, il m'a inscrit à la faculté de médecine de Bamako. Et c'est comme ça que je suis partie après une année en physique-chimie en fac. J'arrive à Bamako en 1993, j'ai 20 ans. Je passe une année blanche en 93 et je commence vraiment en 94. C'était lié à des grèves des étudiants maliens où on a fermé l'université et il y a eu une année blanche au Mali. Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai fait beaucoup d'affections, comme on dit en médecine, psychosomatiques. Mais j'insiste sur le fait que le Mali m'a beaucoup appris. J'y trouve une communauté, quelques Camerounais qui y étaient déjà et d'autres étrangers. J'y trouve des Maliens extrêmement sympathiques, généreux, humbles. La faculté, elle était très bien. Dès la première année, je faisais mes soins infirmiers, je touchais les malades, je faisais beaucoup de choses. La faculté de médecine est située en retrait de la ville. Donc, ce point G avait le CHU et puis la faculté de médecine. Pas d'autres distractions. Les premières années sont logées à l'internat, mais nous étions dans ce qu'on appelait le village. Pour la plupart, sans eau. Il n'y avait pas d'eau de toute façon, d'eau courante. Certaines chambres d'étudiants avaient de l'électricité, ce qui est extrêmement rare, mais nous tous, nous vivions cela. Donc, vous imaginez sortir de notre cocon où on a quasiment tout à la maison, on vient nous déposer en véhicule au lycée, on a des nounous qui font pratiquement toutes les tâches pour nous, d'être dans une chambre où vous voyez une dame qui vient tout le matin avec sa calebasse et vous verse de l'eau, votre ration d'eau pour la journée, vous faites tout vous-même, vous travaillez, vous occupez de votre santé, vous êtes responsable. C'était quelque chose. Et à côté, il n'y avait pas toutes ces facilités, comme je disais, matérielles ou logistiques. Mais il y avait une très grande affection. On vivait vraiment en communauté. On avait beaucoup de difficultés pour recevoir de l'argent à l'époque. Je parle des années 93-94. Mon papa, plusieurs fois, je lui ai dit, écoute, j'ai jamais vu des gens aussi honnêtes que les Maliens. Les jours où il y avait des vols directs sur le Mali, il allait à l'aéroport de Douala. Il rencontrait quelqu'un, de préférence un Malien, et il disait, ah, j'ai ma fille à la fac de médecine, je voudrais lui envoyer ci, je voudrais lui envoyer ça. Plusieurs fois, il m'a envoyé de l'argent comme ça en espèces par des inconnus et je les ai reçus. J'y ai vécu comme ça 6 ans. 6 ans, mais je peux dire que j'ai fait un petit stop parce qu'en fait, en 99, après ma 5e année, je suis venue faire ma thèse au Cameroun, au CUS. Et je suis repartie en 2000 pour la soutenance. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré mon époux à Bamako et on s'est mariés en 4e année. En 5e année, j'étais enceinte. J'ai eu mon bébé en fin de 5e année et c'était un peu plus pratique pour moi de le faire ici au Cameroun parce qu'il y avait cette possibilité. J'ai commencé à travailler comme médecin bénévole à l'hôpital central de Yaoundé, plus précisément au service de réanimation et de soins intensifs. C'était très intéressant, très dynamique, mais pas très, je vais peut-être utiliser le terme gratifiant. Parce que, comme vous savez, en général, le service de réanimation, c'est le service où on envoie les patients qui sont dans un état plutôt critique. Et après ça, je me suis retrouvée enceinte de mon 2e enfant et c'était devenu encore plus difficile après avec ce décor et je me rappelle, je suis allée voir le conseiller médical de l'hôpital et je lui ai dit je n'en peux plus, je voudrais faire autre chose. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Vu que j'avais fait ma thèse de soutenance sur le dermatose et le VIH, j'avais toujours en tête retourner travailler avec les patients VIH. Et j'ai demandé à aller dans le service qui s'occupait du VIH. Il m'a fait une note où je suis allée à l'hôpital du jour. Ça, c'était en 2002. Quelque temps après,
J'ai eu mon fils, je suis allée en congé de maternité. Au retour, j'ai continué. Mais tout cela, je le faisais comme médecin bénévole. Médecin bénévole, c'est un médecin qui est là, qui consulte, il a un bureau, il reçoit des patients, mais il n'a pas de rémunération. Je crois que ça a dû changer, mais moi je l'ai fait à l'hôpital central pendant 4 ans. J'insiste sur le fait que je ne regrette pas du tout ces 4 années passées à l'hôpital central, parce que j'avais des propositions, j'étais très tentée, mais mon époux qui me disait tout le temps, non, le plus important, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de savoir faire quelque chose. Apprends d'abord et après, tu vas chercher à gagner de l'argent. J'ai beaucoup appris, j'ai vraiment beaucoup appris. Et le travail était d'autant plus gratifiant, surtout au niveau du VIH, que les effets étaient spectaculaires. J'ai vu plusieurs patients qui sont revenus me voir. « Ah docteur, c'est moi », je ne reconnaissais pas. Après la mise sous traitement antirétroviral, c'est des gens qui avaient pris du poids, qui avaient bonne mine, je ne les reconnaissais même plus fines, qui revivaient et qui revenaient me voir. « Docteur, si c'est vous qui m'avez mis sous traitement, c'est vous qui m'avez reçu, vous ne me reconnaissez pas ». Je n'étais pas payée, mais j'avais d'autres types de gratifications. Je me rappelle un malade qui est venu un matin avec 3 mangues, toutes fraîches. Il m'a dit, j'ai rien, docteur, mais j'ai cueilli ça pour vous. J'ai vraiment pensé à vous quand j'ai vu ces mangues. C'était très gratifiant, ce travail, mais en même temps aussi extrêmement stressant avec le côté confidentialité. Et je peux dire qu'au cours de ces années-là, mon mari qui est pharmacien, qui a également signé le serment de Galien, comme moi j'ai fait le serment d'Hippocrate, m'a beaucoup aidé parce que je pouvais lui parler aussi, c'est un confrère, et il m'aidait beaucoup à décompresser à la fin des journées parce que je peux dire que j'ai encaissé. J'ai beaucoup encaissé, mais c'était mon travail, j'en étais consciente et évidemment on faisait le maximum pour aider les patients et leur entourage.